Berkoff dans tous ses états, midi 14h, Philippe David. On est ensemble jusqu'à 14h et vous connaissez désormais la chanson. Vous pouvez réagir au 0826 300 300 à tous les sujets que Philippe David aborde. Et bien évidemment, on commence comme d'habitude avec le fait du jour. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, le fait du jour. Aujourd'hui, on a encore des millions d'abonnés au gaz en France, mais il y a plutôt de l'eau dans le gaz, vu la situation vu la guerre en Ukraine et la Russie, et l'évolution de la situation entre l'Europe et la Russie, puisque depuis aujourd'hui, 0 heure, la Russie exige de ses clients de payer leurs achats en roubles. Je cite Vladimir Poutine, afin d'acheter du gaz naturel russe, ils doivent d'ouvrir des comptes dans des banques russes. Si ces paiements ne sont pas faits, nous considérons ceci comme un défaut des acheteurs. Nous n'allons pas faire la charité, autrement dit, les contrats existants seront interrompus. Nous sommes en compagnie de Denis Deschamps, conférencier en géopolitique et géoéconomie, éditeur de la lettre géopolitique quotidienne, le 24 heures sur la planète. Denis Deschamps, bonjour. Bonjour. Quel objectif Vladimir Poutine poursuit-il en demandant un paiement en roubles ? Eh bien, Vladimir Poutine est un malin. Parce que comme il est en train d'essayer de faire une conquête de territoire, je le rappelle, c'est la première conquête de territoire depuis 1945. Il est affaibli sur les marchés internationaux. On l'a vu sur un tas de sujets, à cause ou grâce aux sanctions, suivant le point de vue que l'on a. Et en réalité, ce qu'il veut faire, c'est transférer la faiblesse de sa devise sur ses clients et non pas sur lui. Parce que si vous payez en euros et que votre devise s'effondre, c'est vous qui prenez la perte de la devise locale, moins 20, moins 30, moins 40%. Donc en fait, il veut transférer l'inconvénient sur ses clients. Alors justement, il parle de geste politique. C'est un geste politique contre les pays hostiles ou une vraie menace ? Connaissant le personnage, c'est une vraie menace. Il a rarement bluffé, vous le savez. Il utilise avec son ministre des Affaires étrangères, Lavrov, beaucoup le mensonge comme un outil dans les négociations. Mais regardez ce qui se passe avec la ligne rouge de l'OTAN et de l'Ukraine. Ça fait très longtemps qu'il avait menacé. Et là, il est rentré en action. Donc c'est une vraie menace. Alors justement, Poutine demande à l'Europe de payer en euros à Gazprom et que la banque fasse la conversion. Emmanuel Macron a refusé, mais comment la France et l'Europe peuvent-elles faire ? Scholz aussi avait refusé d'ailleurs. Olaf Scholz, le chancelier allemand, absolument. Exactement. Il n'est pas impossible qu'il y ait une coupure de gaz pendant 2 ou 3 jours, histoire de savoir où en est le rapport de force. En réalité, c'est pas impossible. Alors, on a des réserves de toute façon. On a des réserves. Les réserves pour le pétrole, c'est de 3 mois. Pour le gaz, c'est à peu près autant ? Sincèrement, je n'ai aucune idée. D'accord. Aucune idée. Je sais qu'il y a des très grandes réserves de gaz naturel dans le sous-sol, notamment à Chemry, dans le Loir-et-Cher. Oui. Mais je n'ai pas une idée de la taille des réserves et de l'état des réserves d'ailleurs, parce que peut-être qu'on avait pioché dedans également par rapport au coup de froid que l'on a à l'heure actuelle. Non, l'enjeu, c'est est-ce que on est capable le français et l'allemand de s'unir pour peser fort dans ce nouveau bras de fer. En réalité, il y en a plein des bras de fer. Donc, est-ce que les deux, le couple franco-allemand va être suffisamment puissant pour dire à Poutine non, impossible. L'Allemand, le chancelier allemand, a énormément besoin de gaz. Nous, on dépend du gaz de 16 à 18% en France. Mais l'Allemagne, c'est énorme. C'est 55% exactement. On oublie ça. Il ne faut pas oublier un autre facteur. C'est que, suivant certaines industries, notamment l'acier, les pipelines de gaz arrivent derrière les usines. Dans les usines. Donc là, c'est à 100% sur certains secteurs économiques. Et l'industrie automobile allemande, qui est le fleuron allemand, dépend à 100% de l'acier produit juste à côté. Oui. Notamment par le très gros sidérurgiste allemand ThyssenKrupp qui alimente massivement les usines automobiles allemandes. Bien entendu. Et l'Allemagne, je crois que c'est 5 millions de véhicules produits par an, c'est-à-dire infiniment plus que la France aujourd'hui, et que c'est absolument stratégique pour eux. Et Volkswagen, un des plus grands, avec Toyota, souvent ils se chamaillent la première place avec plus de 10 millions de véhicules produits par an. Absolument. Alors justement, derrière la guerre en Ukraine, c'est la guerre de l'énergie, mais aussi la guerre des monnaies. Oui. Et oui. C'est là où, en fait, ça fait partie des sujets qui arrivent sur la table. On ne s'y attendait pas au premier jour, le 24 février au matin, lorsque Poutine est rentré sur le territoire ukrainien. On ne se doutait pas, en fait, de ces effets dominos.
En réalité, c'est une guerre de monnaie. Poutine ne tient absolument pas du tout à avoir dégradé sa rente pétrolière. J'ai regardé rapidement le rouble-euro, par exemple. On était entre 70 et 80 roubles pour 1 euro. On est monté à 140. Donc en fait, il faut prendre ça à l'inverse. Donc c'est un appauvrissement du rouble. Voilà. Et maintenant, on est revenu vers 93. Donc vous voyez, le rouble est remonté. Voilà, alors en même temps, il faut 93 roubles pour 1 euro. Donc en fait, l'idée, c'est que la volatilité est extrême. Et la volatilité, c'est pas 1 ou 2%, c'est par paquet de 20, 30, 50%. Oui. Donc en fait, sa rente pétrolière et gazière pourrait baisser de 50%. Donc il veut transférer ça sur le dos de ses principaux clients, que sont les Européens. Mais alors justement, la question qui se pose, toutes les matières premières se payent en dollars. Oui. Tout le monde vous dit que si demain un pays disait moi je paye mes matières premières dans d'autres matières que le dollar, les États-Unis lui feraient une guerre assez rapidement. Là, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à une dédollarisation du marché des matières premières? C'est-à-dire que les Américains vont payer eux aussi le contre-coup des sanctions européennes contre la Russie. Alors qu'au départ, on était les seuls dommages collatéraux, et je mets 3000 guillemets. Vous avez tout à fait raison. En fait, on est peut-être encore une fois sur un nouveau point de rupture. Une bascule dans l'histoire. Déjà, on voit bien que les Chinois et les Russes ont déjà pris langue depuis un bon petit bout de temps pour réfléchir à ce sujet-là. Ils sont en train de réfléchir suite à 2014, vous savez, l'envahissement démocratique de la Crimée. On a jeté les Russes dans les bras des Chinois. Et en fait, ils ont commencé à réfléchir sur ces sujets-là. Alors attention, c'est de l'économie lourde là pour le coup. Ah oui. Il faut des systèmes de transactions qui fassent le règlement livraison, un peu comme les Clearstream ou les Euroclear. Donc vous avez des systèmes extrêmement particuliers, mais il suffit d'un début. Il suffit d'un début. Et vous savez qu'il y a un certain nombre de pays dans le monde où l'idée les séduirait de faire un business en dehors de la zone dollar. Pour l'instant, les Américains sont encore extrêmement puissants pour imposer leur dollar. Mais regardez, par exemple, les Chinois ont créé une 3e bourse, qui est la bourse de Pékin, après Shenzhen et Shanghai, et il va y avoir justement des contrats à terme pour l'énergie et les matières premières, en dollars, mais l'étape d'après, ça pourrait être extrêmement simple d'être en yuan. Oui, le yuan, la monnaie chinoise. Exactement. Justement, quel jeu joue la Chine dans ce domaine? Parce que on parle du gaz qui arrive en Europe, mais personne n'en a parlé. Ça fait des années que sont construits des pipelines et des gazoducs, enfin des oléoducs et des gazoducs, on va parler français, entre la Chine et la Russie. Les Chinois ne payent pas en dollars. Déjà, c'était un début de dédollarisation qui est complètement passé sous les radars. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que les Chinois et les Russes ont signé le plus grand contrat de l'histoire économique du monde, où la Russie fournit à la Chine pendant 30 ans son gaz. 400 milliards de dollars, d'équivalent dollar, la valeur du contrat. Donc là, colossal. C'est colossal. La Chine est extrêmement gourmande en gaz et en pétrole, notamment en gaz russe, qui est juste à côté, finalement. Oui. Ils ont 3000 km de frontières, je crois, voilà. Pas loin. Donc et ce qui est assez intéressant, et là, il ne faut pas du tout verser dans le complot. Moi, je suis un analyste et un observateur. Moi, j'ai observé, ces dernières années, en parlant de dédollarisation du monde et de monnaie, on rejoint les deux sujets, j'ai observé que la Chine est le plus gros acheteur d'or physique pour sa banque centrale. Le 2e plus gros acheteur d'or physique au monde, c'est la Russie. Si un jour, je mets des hypothèses ou 30 000 guillemets, si un jour la zone dollar est en souffrance, je suis persuadé que les Chinois, qui sont très opportunistes, sont en train d'étudier la possibilité de créer une monnaie, peut-être le yuan, peut-être autre chose, ou un panier de valeurs, mais en tout cas, de créer une monnaie qui va concurrencer puis remplacer le dollar, d'autant qu'en plus ce sera le prochain empire, on le sait très bien. Donc il n'y a pas de honte à penser ça. Et en fait, vous savez que vous et moi, nous sommes maintenant régis sous un monde post-Bretton Woods. Oui. Où nos billets... C'était les accords de 1944, un peu avant la fin de la guerre. Le négociateur français d'ailleurs était connu, c'était Pierre Mendès France de mémoire. Et en fait, la particularité de... Et ça validait le dollar comme monnaie mondiale. Voilà. Exactement. Et plus après, derrière, le plan Marshall qui a beaucoup aidé à dollariser l'Europe.
Et Voilà. tout en la dollarisant, exactement. Bien sûr. Et l'histoire est très intéressante. Il faut jamais oublier l'histoire. C'est pour ça que cette histoire d'Ukraine est liée à la grande histoire de la Russie. Après, chacun son interprétation, j'entends bien. Mais le présent s'explique par l'histoire. Je reviens à Bretton Woods. Bretton Woods, on avait coupé le lien entre un équivalent or de nos billets ou de nos pièces. Donc maintenant, nous avons des monnaies dans le monde qui sont elles sont indépendantes de l'équivalent or, c'est-à-dire qu'elles ne reposent que sur la confiance. Si demain, la zone dollar explose, c'est pas impossible. Vous avez bien vu que les banques centrales sont chargées de dettes partout dans le monde et qu'on pourrait très bien, aux États-Unis, il y a des analystes très sérieux dans des très grandes maisons de courtage qui pensent qu'il n'est pas impossible, la probabilité est faible, mais qu'on ait une crise des banques centrales. Dans ces cas-là, les Chinois, toujours très opportunistes, pourraient très bien imposer une nouvelle monnaie à leurs clients. Oui. C'est quand même le plus grand commerçant du monde à l'heure actuelle. Pour avoir fait des achats en Chine pendant quelques années, j'ai jamais payé en yuan, j'ai toujours payé en dollars et jamais en euros. Oui. Parce que les Chinois ne voulaient pas d'euros. Exactement. Et la particularité, c'est que pour redonner confiance en une nouvelle monnaie, il faut un lien avec l'or. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, Un lien que le dollar a perdu en 1971. Et donc ce qui est intéressant, c'est que peut-être que la Chine se prépare, peut-être que ça n'arrivera jamais, mais si ça arrive, il pourrait déjà être prêt. Vous voyez la différence? Oui. On est en train d'assister à une bascule dans le monde. Il y a un point qui est quand même surréaliste. L'Ukraine et la Russie sont en guerre, mais le gaz russe qui continue à arriver en Europe transite toujours par l'Ukraine pour une partie de ce gaz. Et la Russie paye une redevance à l'Ukraine avec qui elle est en guerre. Oui. Comment est-ce que vous expliquez ça? Ah oui, mais c'est ça qui est incroyable, c'est qu'en fait il y a un pragmatisme. C'est pas le seul gazoduc, hein. Il y en a plusieurs, notamment le Nord Stream 1. Nord Stream qui continue à fonctionner, Voilà, qui passe par la Baltique. Voilà, le 2, il est vide pour le moment. Oui. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que les Anglais ont annoncé en début de semaine, une fois que la guerre sera terminée, Poutine et la Russie reviendront dans le commerce mondial. Il y a un pragmatisme de terrain, vous voyez ce que je veux dire? Donc le Nord Stream 2, un jour, il y aura du gaz dedans. Donc effectivement, pour l'instant, le gaz passe, mais c'est exactement comme sur un certain nombre de choses. On continue à commercer parce qu'on a besoin de commercer avec la Russie et avec l'Ukraine. Mais et en même temps, on envoie des armes aux résistants ukrainiens, notamment les Allemands. Donc vous voyez un petit peu l'enchevêtrement c'est la mondialisation quelque part. C'est la mondialisation. Justement, ceux qui vont en profiter, c'est notamment avec du gaz naturel les Qataris, probablement, parce que c'est parmi les plus grosses réserves mondiales de gaz, et les Américains, mais là avec du gaz de schiste et pas avec du gaz naturel. Ils ont annoncé cette nuit, les Américains. Absolument. Voilà. Allez-y. Qu'ils vont payer au maximum de leur capacité. Et c'est le président qui l'a dit. Exactement. Alors les Qataris, il y a aussi les Algériens. Le seul petit souci, c'est que nous n'avons pas assez de capacité à le transformer en GNL pour le transporter. Oui. Je vous donne juste des ordres de grandeur. Gaz naturel liquéfié. Voilà, exactement. Il faudrait, pour compenser le gaz russe, à peu près 155 milliards de mètres cubes. À l'heure actuelle, par rapport aux installations, on peut liquéfier qu'à peu près entre 35 et 50 milliards de mètres cubes supplémentaires. C'est-à-dire entre le quart à peu près. Ce qui est très faible. Oui. Surtout qu'en plus, la Chine, contractuellement, en aurait une partie. Ah oui. Techniquement. Donc vous voyez, on est dans un jeu de poker menteur où le gaz, il va être coupé quelques jours, mais il ne peut pas être coupé définitivement. Donc on va encore une fois trouver une solution diplomatique à cette affaire de gaz, parce que l'Allemagne va avoir froid. Même si Scholz dit on est prêt à avoir froid, on en reparle dans quelques jours. Surtout vu la météo de ce 1er avril qui n'est pas un poisson, puisque rappelons-le, on n'a pas eu un flocon de neige de l'hiver, mais qu'il neige le 1er avril. Merci beaucoup Denis Deschamps, conférencier en géopolitique et géoéconomie, éditeur de la lettre géopolitique quotidienne, le 24 heures sur la planète. Toujours un plaisir de vous avoir sur Sud Radio. Merci à vous. Merci beaucoup Denis Deschamps. On continue. Philippe David est dans tous ses états. Tout à l'heure, on se retrouvera pour le face-à-face avec Tom Conan, auteur de Pollution aux éditions Albin Michel. Vous pouvez bien évidemment réagir à tout ce qui s'est dit et tout ce qui se dira sur Sud Radio Parlons Vrai au 0826 300 300.